Salazar possède un empire colonial portugais. Il faut le rappeler, le Portugal fait partie des grandes nations coloniales et même a fait figure de pionnier historique, puisque cette vocation coloniale remonte à 1415, à la conquête de Ceuta par Henri le Navigateur. Le Portugal, par son positionnement géographique, était avantagé dans la conquête de l'espace atlantique. Salazar, il est héritier de cette histoire. Et il veut faire de son empire colonial une source de richesse. En 1930, il promulgue l'acte colonial qui consolide les relations avec les territoires d'outre-mer et en 1940, il organise une exposition du monde portugais qui permet de les faire découvrir aux yeux des curieux à Lisbonne. Mais juste, je t'interromps, cet empire, il est grand comment à peu près? D'abord, il y a les îles de l'Atlantique, Madère, les Açores, le Cap-Vert, Sao Tomé et l'île du Prince. Il y a aussi des territoires africains, l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau. Enfin, 3 petites graines de sésame dans le supercontinent asiatique, Goa en Inde, Timor en Indonésie et Macao en Chine. Et le Brésil aussi, non? Le Brésil a déjà pris son indépendance en 1822, donc on s'en occupe pas. Alors, Salazar décide d'exploiter les ressources de ses colonies. En fait, c'est un devoir qu'il se fixe car il a l'impression que les colonies, au moment où il prend le pouvoir, coûtent plus qu'elles ne rapportent. L'Angola est certainement le territoire sur lequel l'administration portugaise se concentre le plus. C'est un territoire diamantifère, exploité par le consortium international Diamang. S'y trouvent également le pétrole de Cabinda, dans une enclave au nord très convoitée, le fer de Cassinga, le port d'embarquement de Lobito dont les quais sont d'une grande utilité pour d'autres pays d'Afrique centrale. Prennent leur essor également les cultures très rentables de sisal, de coton, de café et j'en passe. Et les autres territoires? En Guinée-Bissau, il y a la noix de cajou, en Mozambique, le thé ou la canne à sucre, mais aussi le tourisme, qu'il soit balnéaire ou zoologique. Par la suite, après la mort de Salazar, le Portugal va tenter de faire construire l'ambitieux barrage de Cabo Rabassa sur le Zambèze, un barrage ardemment désiré et financé par l'Afrique du Sud et dont l'histoire sera sacrément mouvementée. Bref, l'empire colonial, autrefois négligé, devient une source de préoccupation réelle pour Salazar après la guerre mondiale. Et c'est cet empire qui va provoquer la chute du régime, c'est ça? L'empire portugais connaît une première fissure en décembre 1961, quand l'Inde envahit Goa. Salazar renonce à défendre la ville. Ouais, mais en même temps c'était obligé, l'Inde fait 450 millions d'habitants. Il faut pas rêver. Goa, il allait la perdre dans tous les cas. Certes, et l'Inde le fait au mépris total, bien sûr, de l'identité Goa. Goa était jadis une des villes les plus resplendissantes de l'Inde. Son identité était chrétienne, lusophone et métisse. Cette identité est bien sûr héritée du colonialisme et donc, évidemment, elle est perçue comme intruse par le ministre indien, Nehru. Clairement, le géant indien n'en fera qu'une bouchée. Et à mon avis, les autres vont pas être mieux lotis. La Chine et l'Indonésie, ce sont aussi des mastodontes démographiques. Donc Macao et Timor, ça va pas tenir longtemps. En tout cas, c'est la fin de la partie asiatique de son empire. Mais il espérait quand même que les États-Unis soutiendraient un peu diplomatiquement le Portugal. Il ne demandait pas grand-chose. Au moins, je sais pas, un discours, un hochement de tête compréhensif. Mais en fait, les États-Unis se moquent éperdument de la chute de l'empire colonial portugais. Et Salazar, lui, décoloniser, il veut vraiment pas. Non. Il voit bien que le monde est agité par un vent de décolonisation. Et d'ailleurs, ce vent est d'une force extraordinaire. Parce que, parenthèse, il n'existe pratiquement que 2 régimes qui s'opposent vraiment à la décolonisation. L'un est une dictature, l'autre une démocratie. La dictature, c'est l'Estado Novo de Salazar. Et la démocratie, je dirais notre bonne vieille 4ème République française. Et ils sont vraiment que 2. Bon, en fait, il y a sûrement d'autres pays, mais je veux parler des plus emblématiques, disons. D'ailleurs, la 4ème République n'existe déjà plus en 1961, donc Salazar, c'est la dernière puissance coloniale européenne du monde. Mais si même la France est d'accord pour lâcher les colonies, alors pourquoi Salazar est le dernier à s'entêter? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la colonisation portugaise en elle-même. On va aujourd'hui rentrer dans le cerveau de Salazar et tenter de voir le monde par ses yeux à lui.
Les colonies reposent sur une conquête arbitraire, comme tu le sais, qui a été effectuée par le passé, surtout à la fin du 19e, et qui de main en main a fini par échoir dans celle de Salazar. Et pour lui, c'est un héritage qui a vocation à être transmis et à être fructifié même. Ces colonies, il pense qu'il va réussir à en faire quelque chose de productif, il les met en valeur, il y trace de nombreuses routes, il draine les terrains trop humides, il exploite les ressources que les Africains ne peuvent exploiter eux-mêmes, faute de technologie. Bref, il commence un travail d'aménagement du territoire qui lui paraît absolument indispensable. En ce qui concerne les populations qui vivent en Angola, au Mozambique et dans les autres colonies, il cherche à les civiliser. Salazar ne pense pas qu'il y ait des fossés infranchissables entre les races. Il pense que le portugais a pour mission d'apporter la civilisation européenne et chrétienne aux Noirs. Il faut que les Blancs tendent la main pour permettre aux Noirs d'arriver à leur niveau civilisationnel. Mais c'est hyper arrogant en fait. Avant de critiquer tout ça, je vais te demander de prendre ce discours pour ce qu'il est. On est ici dans un discours de propagande. C'est la propagande coloniale portugaise. Elle propose l'assimilation d'une race par une autre, pour qu'à la fin, les blancs et les noirs puissent être à égalité. Il faut voir ça comme une rhétorique qui va permettre de justifier cette colonisation dans un sens bienveillant. Aujourd'hui, cette idéologie est typiquement considérée comme raciste, parce qu'on ne fait plus la différence entre les questions raciales et les questions culturelles. Mais évidemment, pour Salazar, il ne s'agit absolument pas de racisme, puisque c'est une pensée qui repose sur l'égalité des races et l'inégalité des cultures. Autrement dit, la culture européenne est bel et bien supérieure à la culture africaine. Mais la race n'est pas un fossé infranchissable, l'une peut être élevée vers l'autre. Remarquons que le Portugal, ayant adopté cette vision, ça va avoir des conséquences juridiques et administratives. Par exemple, l'absence de ségrégation raciale en Angola, contrairement à d'autres pays de la région qui sont bien connus. Voilà. Et c'est pas seulement l'absence de ségrégation raciale, ça va justifier l'existence d'un statut légal qu'on appelle assimilado, et qui permet aux Noirs, à condition qu'ils soient assimilés à la culture européenne, c'est-à-dire qu'ils ne mangent plus avec ses doigts, qu'ils soient monogames, qu'ils soient de bonnes mœurs, qu'ils parlent le portugais bien sûr, d'accéder à une égalité de traitement avec les Blancs. Les assimilados, les assimilés, sont donc des citoyens portugais de plein droit, et même ils sont appelés à se fondre dans les élites du pays. L'assimilation n'est pas une vision raciste, c'est cette vision qui explique que l'un des médecins personnels de Salazar est noir, par exemple. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, beaucoup de chefs indépendantistes que le Portugal va plus tard affronter, Amilcar Cabral en Guinée, Eduardo Mondlane en Mozambique, Agostinho Neto en Angola, sont des noirs, d'accord, ce sont des noirs assimilados, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs études au Portugal, et à qui l'administration portugaise, par ce statut d'assimilation, a remis une véritable confiance. Mais on est d'accord que rien ne va dans ce discours. Pourquoi? Parce que c'est de l'eurocentrisme total, c'est évident. Oui, c'est évident, mais Salazar te répondrait que tout le tiers-monde, colonisé ou décolonisé, tend vers une forme d'occidentalisation. Cette rhétorique est basée sur la certitude absolue des bienfaits apportés par l'Occident. Qui fait passer l'Afrique de l'oralité à l'écrit? L'Occident. Qui la fait passer de la houe au tracteur? L'Occident. De la tribu à l'État, de la hutte à la maison, de la machette au fusil, du marécage impraticable à la terre arable. Toujours l'Occident. Même les chefs indépendantistes s'habillent avec une cravate, et lorsqu'ils sont marxistes, leur baragouin n'est-il pas, là encore, importé d'Occident? Bref, pour Salazar, il n'y a pas d'orgueil à affirmer la supériorité de la culture européenne, puisque même les indépendantistes y acquiescent. Il n'y a là aucune arrogance, aucun mépris humain, il n'y a que de l'observation bienveillante et d'inévitables conclusions. Mais ce discours, à force d'être publié, diffusé, infusé, conditionne psychologiquement les Portugais. Ils sont les défenseurs de la civilisation européenne, et peut-être même ces derniers vrais défenseurs. Même s'il se défend de tout racisme, il peut en réalité, parfois, servir de couverture à des comportements racistes quotidiens et largement répandus. L'Angolais est vu comme un esprit vierge qu'on civilisera par bienveillance, et d'ici il n'y a qu'un pas à ce qu'on l'infantilise, qu'on le brutalise, comme on corrige à la baguette les enfants qui apprennent mal leurs leçons. Du reste, ce discours
décoration formelle de la colonisation pour tous ceux qui sont en charge de la perpétuer, ce discours pose de graves problèmes. Quand je dis que ce discours présente des problèmes, je veux dire qu'il présente des problèmes de nature politique. Il risque d'y avoir contradiction entre la mentalité coloniale et la réalité coloniale. Dire que le Portugal est en Afrique pour civiliser les Africains, c'est quand même un peu faux. Historiquement, le Portugal n'est pas venu pour ça. Il n'a jamais été là pour ça, et le penser témoigne d'une vision biaisée et carrément fausse de l'histoire. Il est là avant tout pour s'accaparer les ressources du continent, dans le cadre d'un capitalisme, un capitalisme colonial. Et pour exploiter ces ressources, il lui fallait de la main-d'œuvre africaine. De la main-d'œuvre africaine, bien sûr. Et c'est là que commence le problème, parce que la réalité des rapports entre blancs et noirs ne se fait pas vraiment par le biais de l'assimilation, qui existe pourtant, hein. Mais en règle générale, les rapports entre blancs et noirs sont réglés par l'exploitation de la main-d'œuvre, ce qui signifie le travail forcé. Attends une minute. Le travail forcé, c'est quoi exactement? Le travail forcé, c'est une expression qui désigne principalement deux choses. D'abord, les corvées. Les colons exigent ponctuellement des Noirs qu'ils ouvrent des pistes, qu'ils les entretiennent, et ce, gratuitement, hein, souvent à proximité de leur village. Et deuxième chose, le travail forcé, c'est aussi le travail contractuel, c'est-à-dire la capacité pour les chefs de poste portugais d'enrôler plus ou moins tous les Noirs qu'ils trouvent flânant ou bagnodant dans les huttes, et les faire travailler dans des plantations ou dans des mines. C'est pas de l'esclavage parce que les travailleurs perçoivent un salaire et que les contrats sont souvent de courte durée, 6 mois à 1 an, parfois un peu plus. Mais il suffit que le salaire soit très bas ou que les travailleurs soient maltraités, ce qui est très fréquent, pour que le travail forcé se mette à ressembler à l'esclavage. Il peut être ressenti comme un esclavage qui ne dirait pas son nom. Dans une colonie portugaise, tout Africain resté inactif pendant 6 mois peut être légalement enrôlé de force si le chef de poste portugais le décide. Dans les plantations, les mauvaises conditions d'hygiène sont éprouvantes, les coups de fouet sont ordinaires. Ah oui, il y a des coups de fouet carrément. Coups de fouet, coups de férule. Bon, je précise que tout le monde pratique les châtiments corporels, hein, y compris dans la culture traditionnelle africaine. Mais bon, ici je parle du coup de fouet quand il est infligé par un blanc ou par un contremaître noir d'une autre tribu sur un Angolais qui travaille dans une plantation et qui va percevoir ce coup de fouet comme un pouvoir arbitraire détenu par le planteur sur sa personne physique, et bien sûr que de son point de vue, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres sources de conflits. Les Africains sont enrôlés et au moment de l'enrôlement, ils abandonnent femmes, enfants, parents, lesquels devront assumer seuls le labeur du village. Ce travail forcé a pu concerner plusieurs centaines de milliers de personnes sous les Shadow Novo, donc c'est un phénomène de très grande échelle. Ça, c'est la situation au moins jusqu'en 1961. À cette date, les conditions des travailleurs vont s'améliorer, évidemment sous l'effet des pressions internationales et des explosions de violence. Car Salazar doit donner des gages pour justifier la présence portugaise en Afrique, fragilisée par la révolte. Du coup, le travail forcé est aboli en 1959 et il envoie des inspecteurs du travail pour limiter les abus en matière d'hygiène. Il augmente les salaires, ce qui est sûrement la chose la plus importante parce que quand il y a des salaires élevés, les Africains voient enfin un intérêt à travailler dans les plantations. Et c'est dans les années 60 que Salazar se met, chose très intéressante, à se lancer dans les fameux projets de développement social et humain, dont jusqu'ici il ne faisait que parler. Je suis là-bas pour civiliser les Africains, mais il ne faisait pas le quart de la moitié. Des campagnes sanitaires pour éradiquer les grandes maladies, des programmes d'éducation à travers des écoles rudimentaires ou primaires montées dans la brousse, tout ça commence réellement à prendre corps dans l'Empire portugais et en particulier en Angola dans les années 60. Et les résultats sont pas mauvais. Effectivement, la maladie du sommeil et la malaria ont reculé de façon assez remarquable dans cette décennie et ces réformes produisent un certain fruit, ce qui n'est pas négligeable. Certaines personnes disent même que la dernière décennie de la colonisation portugaise est bien plus profitable aux Angolais que ne leur sera la première décennie d'indépendance. Tu penses qu'il le fait parce qu'il n'a pas eu le choix? Salazar le fait parce qu'il devine que c'est le maintien de son empire qui est en jeu, certainement. Mais c'est vrai que ce redressement ne sert à rien, puisque c'est déjà beaucoup trop tard. La guerre d'indépendance en 1961 a déjà commencé et va mener le régime à sa perte. Mais j'ai une question.
Finalement, la violence de la colonisation sous Salazar, c'est avant tout le travail forcé. Tu m'as pas parlé de massacres de grande ampleur, quelque chose comme ça, non? Y a pas? Ça peut arriver dans des situations extraordinaires, lorsque les tensions entre colons et colonisés atteignent des sommets. Et il y a un exemple de ça. On peut penser au massacre de Batepa, sur l'île de Sao Tomé, qui fit, dit-on, 1 millier de morts, en réalité plutôt une centaine, en 1953. Une centaine de morts par faute des Portugais. Principalement par la faute du gouverneur portugais de l'île, oui. Je voulais en parler pour bien faire comprendre les conséquences possibles de la colonisation sur les sociétés africaines. Ce massacre a eu lieu sur l'île de Sao Tomé, île où l'esclavage a été largement pratiqué par le passé. Lorsque l'esclavage a été aboli à la fin du 19e, les planteurs ont été confrontés bien sûr à des problèmes de main-d'œuvre et ont tenté de réintégrer ces anciens esclaves dans la plantation, sous un nouveau statut, celui du travail forcé, on l'a vu. Mais sur cette île, les esclaves ont catégoriquement refusé de revenir dans les plantations. Ils se sont donné le nom de foros, ce qui veut dire libre. À partir de ce moment, les planteurs ont dû recourir à une main-d'œuvre venue du continent, ce qu'on appelle les serviçais, les asservis. D'ailleurs, remarque intéressante, les libres et les asservis se méprisent mutuellement. Alors, le gouverneur portugais de l'île, qui s'appelle Gorgulho, a voulu forcer les foros, donc les descendants d'esclaves, à travailler dans les plantations de cacao. Pour cela, il a usé d'une subtile stratégie en usant de la carotte et du bâton. Il a amélioré leurs conditions de travail et en même temps, il a essayé de leur forcer la main, clairement. Peu à peu, une hostilité est montée entre le gouverneur et les foros. Le gouverneur a tenté de réaliser une rafle de foros. Ceux-ci ont répliqué en tuant 2 policiers à la machette. Une immense vague de répression s'est abattue alors sur l'île. Le gouverneur a prétexté un complot communiste pour justifier la violence de la répression. Une centaine de morts sont à déplorer chez les foros, dont certains ont été noyés ou asphyxiés dans des prisons ou brûlés vifs, parfois avec la complicité de certains asservis. Les cadavres sont jetés à la mer sur ordre du gouverneur. Par la suite, la police de Salazar a mené son enquête sur l'île. Il est devenu évident qu'il n'y avait aucun complot communiste, qu'il s'agissait clairement d'une affabulation du gouverneur pour justifier la répression. Ouais, il suffit de mentionner le danger communiste pour se trouver dans les bonnes grâces de Salazar, si j'ai bien compris. Ça ne fait pas de doute. Et finalement, il a quand même été relevé de ses fonctions. Mais ce sera là sa seule punition pour un massacre de 100 personnes. Plus tard, sa carrière va continuer, et même plutôt brillamment. Salazar, pendant ce temps, essaye de dissimuler cette affaire gênante. Donc, attends, je récapitule. Le discours officiel portugais est une sorte de mascarade qui cache en fait principalement du travail forcé. Alors, sans forcément juger si ce discours est bon ou mauvais, on peut quand même dire que ce discours officiel portugais n'est pas forcément impossible. La société multiethnique décrite par Salazar pourrait peut-être exister dans un autre univers, et peut-être qu'elle existerait aujourd'hui si l'Angola était resté portugais et que les rapports entre blancs et noirs étaient plus égalitaires et plus respectueux. Mais ce discours, dans de très nombreux aspects, ne correspond pas à la réalité de la colonisation. D'abord, les Portugais prétendent établir un empire multiethnique. Ils croient dans l'égalité des races, etc. Leur meilleur argument, c'est le statut d'assimilado, qui est la preuve de la bonne volonté du Portugal en la matière. Mais ce statut d'assimilado, il ne concerne que seulement 1% de la population des colonies. Même pas. Ah ouais, donc en fait, Salazar, il l'accorde, mais il l'accorde qu'à une toute petite minorité de personnes. Alors, si Salazar était là, il te répondrait que ce n'est pas un problème, puisqu'il s'agit de construire une élite multiethnique. Et une élite, dans son esprit, elle ne fonctionne bien que s'il s'agit d'un petit nombre de personnes. Cet argument n'est pas du tout idiot d'ailleurs. Mais du même coup, on voit bien que Salazar manque son but. L'assimilation ne présente un intérêt que si elle permet de créer un attachement des Africains au Portugal. Par exemple, par l'octroi de droits civiques, qu'ils chercheront ensuite à défendre. C'est comme ça que l'Empire romain a grandi, par exemple, en faisant désirer la citoyenneté romaine. C'était une mentalité très inclusive et très orgueilleuse, et c'est là qu'on voit que les origines de cette pensée sont typiquement romaines. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça marche pas avec le Portugal? Parce que l'assimilation présente des avantages, ok, mais elle présente aussi des inconvénients.
et qu'elle n'a pas été assez répandue pour créer chez les Angolais un véritable désir de son obtention. La procédure pour être assimilado, elle est longue, elle est coûteuse. Les bureaucrates portugais sont pas très sympathiques. Quelle heure à quelle heure? Ce serait... Je te demande quelle heure à quelle heure, tu réponds? Oui. Une fois que tu l'obtiens, tu dois payer les droits de succession, tu devras payer les services médicaux que les indigènes, eux, ont gratuitement, tu peux être requis au service militaire. En plus de ça, la plupart des assimilés vivent dans les villes. Ça, c'est problématique parce que le désir d'obtenir le statut ne fonctionne que si les Africains connaissent un membre de leur famille qui l'a obtenu, qui est devenu médecin, avocat ou que sais-je. Et donc on aurait un désir de lui ressembler et d'emprunter le même chemin que lui. Il faudrait que dans tous les villages, il y ait quelques assimilés pour que le bouche à oreille fasse son œuvre et que petit à petit le maintien du Portugal colonial présente un intérêt pour les populations indigènes. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Parce que pendant qu'on donne l'assimilation au compte-gouttes, les idées indépendantistes et les idées marxistes, elles se répandent très rapidement chez les 99% de la population restante. L'assimilation aurait peut-être pu être une réussite, mais le Portugal a été beaucoup trop avare de son utilisation. J'ai l'impression qu'il y a une grosse hypocrisie. Ils prétendent créer un État multiracial alors qu'en fait, le pouvoir est raciste, non? On peut trouver cette vision crypto-raciste, mais le fait est que Salazar croit vraiment dans les mérites de l'assimilation. En fait, lui-même ne s'est jamais déplacé en Angola, donc les Noirs qu'il a rencontrés personnellement sont des assimilés, fort sympathiques d'ailleurs, qu'il a rencontrés à Lisbonne, ou qui sont son médecin personnel, comme je le disais, et en fait, il a très bien pu s'illusionner un peu sur tout ça. La question que Salazar ne semble pas vouloir se poser, c'est quels sont les Blancs qui vont rentrer en contact avec les Noirs? Les planteurs, qui leur donnent le fouet et qui sont le moteur réel de la colonisation, bien plus que l'administration. Et puis, les chefs de poste. C'est qui les chefs de poste? Les chefs de poste, ce sont les principaux fonctionnaires de l'État colonial. Ce sont les administrateurs. D'ailleurs, ils croulent sous des tâches les plus diverses. Les chefs de poste sont à la fois percepteurs, moniteurs agricoles, postiers, recenseurs, recruteurs de main-d'œuvre, délégués des eaux et forêts, ils sont juges, gardes-chasse, policiers, notaires, trésoriers. Ce sont de véritables petits satrapes, mais dans le genre mal payés. Ces chefs de poste peuvent être des gens honnêtes, mais disons-le, ce sont des gens pressés. Ils n'ont clairement pas le temps d'apprendre les langues africaines, ni de se faire accueillir sous les huttes. En fait, ils n'ont pas le temps de s'intéresser aux coutumes, de découvrir les rites animistes ou de manger les plats locaux. Et ça, c'est grave. Parce que du coup, les seuls liens qu'ils créent avec les Noirs sont soit de la coercition, lorsqu'ils recrutent de la main-d'œuvre, soit de l'indifférence, quand ils sont débordés et sous-payés. Dans ce contexte, les Noirs et les Blancs ne peuvent pas avoir les rapports pacifiques que claironnent les discours officiels. Mais il y a les missionnaires. Il y a les missionnaires, ça c'est une exception. Leur rapport avec les populations est plus intime. Mais justement, petit à petit, Salazar reçoit de la méfiance, voire de l'hostilité de la part de ses missionnaires. L'Église. En tout cas, certains évêques, certains missionnaires, certains pères blancs ne se privent pas de critiquer le pouvoir et la manière abusive dont on traite les Africains. Voilà, ils commencent à poser des questions. Le pouvoir est-il dans un déni de réalité? Les colons qui viennent en Angola, viennent-ils pour civiliser les habitants? Non. Ils viennent pour y travailler et pour s'enrichir, évidemment. Ils vont chercher à devenir propriétaires ou planteurs. D'ailleurs, à partir des années 60, le nombre de colons augmente, un peu comme si Salazar cherchait à faire de l'Angola une colonie de peuplement, comme l'Algérie. Un peu comme l'Algérie. Une grosse population blanche et des villes multiraciales. Mais là encore, de nouvelles tensions apparaissent. Ces Portugais sont de conditions modestes, un peu comme les immigrés qui viennent en France. Ils se mettent à rechercher des emplois dans les grandes villes, où ils vont entrer en concurrence directe avec les Noirs, lesquels sont beaucoup plus nombreux. Donc une nouvelle forme de racisme apparaît entre les Blancs pauvres et les Noirs pauvres. Les Angolais, on le sait, ont une liste longue de griefs à imputer à l'Estado Novo. Outre l'enrôlement forcé, les corvées pour le creusage et l'entretien des pistes, les abus du travail contractuel, la fiscalité certes légère, mais parfois injuste, la banalisation des comportements racistes, l'augmentation de la population blanche dans les villes à partir de 1960, il faut aussi ajouter la politique de concentration des villages. En effet, il arrive à l'Estado Novo
d'encourager le déplacement de certaines populations plus près des routes et des cours d'eau, afin d'accélérer le défrichement des terres par les compagnies cotonnières. Cette réorganisation foncière, ajoutée au bas niveau des salaires, entraîne l'explosion d'une révolte le 3 janvier 1961, une révolte qui a été, il faut le dire, incitée et encouragée par des agitateurs congolais, nationalistes ou marxistes, espérant perturber l'ordre colonial. La répression du lendemain a été terrible. Elle dévaste la Baïcha de Kassange à hauteur de plusieurs milliers de morts, 7000 selon certains enquêteurs, massacre que le Portugal s'efforcera de minimiser, comme à son habitude. Depuis lors, cette date, le 4 janvier, restera dans la mémoire angolaise comme la journée des martyrs de la colonisation. En 1961, nous avons pris les armes contre les Blancs, incités par les hommes du Congo qui nous ont amenés à combattre pour que l'Angola puisse être indépendante. En 61, on gagnait des salaires de misère et on nous battait beaucoup. Nos femmes et nos enfants étaient obligés d'aller travailler chez le blanc. Nous devions abandonner notre maison et nous ne pouvions pas protester. Comme noirs, on ne pouvait rien dire, on était frappés à coups de fouet. On devait supporter trop de châtiments et on s'est révolté. Maintenant, ça va mieux. Le 4 février 61, des indépendantistes mènent un assaut contre des prisons à Luanda, la capitale de l'Angola. Cette attaque est repoussée. La guerre coloniale a cependant commencé. Le 15 mars, le nord de l'Angola entre en rébellion et une série de massacres surviennent. Ces massacres sont déclenchés par des groupes qui appartiennent à l'ethnie Bakongo. Et ils visent des blancs, des femmes, des enfants notamment, mais aussi des travailleurs indigènes qui appartenaient à d'autres ethnies. Ces personnes ont été massacrées au katana. La décolonisation est associée désormais à des scènes absolument effroyables et les Portugais attendent du gouvernement qu'il les protège en premier lieu. Cet événement s'inscrit dans l'argumentaire portugais. La preuve que ce sont des barbares. Souvenez-vous du 15 mars 1961. Des membres de l'ethnie Bakongo, agissant sur ordre de leur chef, Holden Roberto, ont massacré tous ceux qu'ils croisaient sur leur chemin, y compris des Noirs qui travaillaient dans des fermes de Blancs. C'est bien la preuve, disent-ils, que si on laisse le pays aux indigènes, les Angolais s'entre-massacreront dans des luttes intertribales. C'est ça le raisonnement qui se fait dans la tête des Portugais. Et c'est là que Salazar a envoyé l'armée. Oui, la situation va déboucher sur 15 ans de guerre d'indépendance. Au total, 1 300 000 appelés, dont un tiers de Portugais contraints par le service militaire, qui dure 2 ans, pour aller se battre dans les colonies. Du coup, ça va être des massacres pendant 15 ans. Non, la guerre a tendance à se circonscrire dans des régions hostiles du nord et dans l'enclave de Cabinda, puis à l'est au niveau de la frontière zambienne. Mais malgré tout, l'économie continue à prospérer. Le Portugal se munit d'armes à feu, de blindés, d'avions, espérant que sa supériorité technologique lui donnera l'avantage. Et bientôt, c'est tout l'Empire qui s'embrase. La guerre contamine en 1963 la Guinée-Bissau, puis en 1964 le Mozambique. Mais il n'y a pas des Portugais qui pensent que Salazar a tort. Il a tort de s'entêter. Tout le monde n'approuve pas la persévérance du régime. Je pense par exemple au ministre de la Défense, Botelho Moniz, qui pense qu'il est préférable d'abandonner les colonies et qui tente en 1962 de comploter contre Salazar. Mais il sera limogé. En 1968, Salazar fait son accident vasculaire et quitte le pouvoir. C'est donc son successeur, Marcelo Caetano, qui hérite des problèmes coloniaux. Il n'a pas la stature de son prédécesseur et l'Estado Novo entre dans une sorte d'amollissement qui prépare un peu la révolution des œillets. À partir de 68, c'est le général Antonio de Spinola qui est gouverneur militaire de Guinée-Bissau. Spinola pensait que si le Portugal voulait garder ses colonies, il devrait faire un travail de contre-subversion très subtil, c'est-à-dire réapprendre à nouer des liens étroits avec les populations et à respecter les autorités traditionnelles africaines. Et puis pourquoi pas à proposer des logements aux indigènes qui sont dans la pauvreté, des choses comme ça. Il va mener une politique ardue à la fois de quadrillage militaire du territoire et d'échange avec les indigènes. C'est dans ce contexte que l'histoire s'accélère. Étant donné que les rebelles indépendantistes sont protégés par les pays voisins, les Portugais ont décidé de tenter le tout pour le tout, une opération éclair contre le protecteur condescendant et haï des Guinéens, le redoutable Sékou Touré. Ouais, alors attends, je suis un peu paumé. Sékou Touré, c'est qui? Sékou Touré, c'est le chef d'État de la Guinée-Conakry, qui est un pays voisin de la Guinée-Bissau. Les Portugais débarquent chez lui, à Conakry, dans sa capitale, avec l'intention de tuer Sékou Touré et de capturer Amilcar Cabral, qui est le chef des rebelles en Guinée-Bissau.
Ils n'ont pas réussi, mais ils ont pu libérer 26 prisonniers portugais enfermés et détruire une bonne partie de la flotte de Sékou Touré. Cette opération, elle s'appelle l'opération Mar Verde du 22 novembre 1970, et elle est peut-être, je dirais, le dernier sursaut de l'empire colonial portugais avant la chute. Sékou Touré répondra d'ailleurs par des purges sanglantes dans son pays. Le général Spinola se met à penser que dans ces conditions, le sauvetage de l'empire ne sera pas possible. De toute façon, les Portugais sont fatigués de se battre, les mouvements indépendantistes sont beaucoup trop difficiles à encercler, le soutien international est pour le coup inexistant, le régime est en déclin tout simplement. Il publie un ouvrage en 1974 proposant d'accorder l'indépendance aux colonies, ce qui lui vaudra d'être limogé par Caetano. Finalement, le 25 avril 1974, des militaires conduits par un certain Otelo de Carvalho s'entendent pour mettre à bas le régime. Et c'est ce qu'on appelle la révolution des œillets. Ils y parviennent sans aucun problème, tant le régime ne croyait plus en sa propre force. Dans l'année qui suit, toutes les colonies se séparent. Angola, Mozambique, Guinée, Cap-Vert, Sao Tomé, Timor, et environ 500 000 colons devront revenir en métropole. C'est ce qu'on appelle les retornados. C'est un peu l'équivalent des pieds noirs. Oui, sauf qu'on estime qu'environ un gros tiers seulement des retornados sont vraiment nés dans les colonies. Quoi qu'il en soit, comme les pieds noirs, les retornados ont vécu difficilement ce retour, ils sont en décalage avec les nouvelles élites et avec l'opinion publique portugaise, qui les considère désormais comme des racistes. Les voilà précipités dans un Portugal qui leur est désormais assez hostile, et ils vont entretenir une sorte de nostalgie de l'Estado Novo, et essayer de surmonter ce statut de paria. Quant aux pays décolonisés, Angola, Mozambique, ils vont sombrer dans des guerres civiles interminables, en fait bien pire que la guerre d'indépendance, mais bon, cela n'est plus l'affaire du Portugal désormais. Le Portugal étant débarrassé du pouvoir salazarien, il bascule dans ce que Salazar a toujours cherché à empêcher, une révolution socialiste. C'est ce qu'on appelle parfois le processus révolutionnaire en cours. C'est une période d'1 an à peu près, pendant laquelle le pouvoir est aux mains de gens comme Vasco Gonçalves, des gens qui cherchent à accomplir une révolution socialiste. Sauf que ce processus est interrompu à la fin de l'année 1975 et le pays finit par entrer dans une démocratie plurielle et libérale l'année suivante. La révolution des œillets n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais retenez qu'il a été l'occasion d'une prise de pouvoir par des révolutionnaires socialistes avant d'aboutir sur la démocratie libérale que nous connaissons aujourd'hui au Portugal. La conclusion est implacable. Le Portugal a perdu son empire colonial. Certains me diront que c'est là quelque chose de juste et d'inévitable, puisqu'il fallait restituer aux Africains ce qui leur appartenait de droit, mais aujourd'hui nous voyons l'histoire du point de vue du Portugal, et non d'un principe de justice internationale. Le fait que l'empire portugais ait sombré constitue, pour ce pays, un échec en soi. Vous l'avez compris, pour Salazar, décoloniser est impossible, puisque cela reviendrait à amputer son territoire pour n'en garder qu'un 23e. Ce serait mutiler à jamais l'héritage d'Henri le Navigateur, ce serait renoncer à la vocation mondiale et civilisatrice du Portugal. Premier pays lancé dans la course aux colonies en 1415, dernier pays à l'abandonner en 1975, il est évident qu'au Portugal, patriotisme et colonialisme sont indissolublement liés, beaucoup plus qu'en France ou qu'en Angleterre. Or, l'Estado Novo doit son succès à la façon dont il a reconstruit l'identité portugaise après la terrible Première République. Son patriotisme l'empêche de renoncer aux colonies. Mais en même temps, le colonialisme portugais était entièrement basé sur des conquêtes violentes et sur l'exploitation sans pitié de la force de travail africaine à des fins capitalistes. On voit bien qu'il risque d'y avoir un conflit entre les opinions catholiques sociales de Salazar, d'une part, et son patriotisme d'autre part. Pour ne pas avoir à choisir entre la morale et la patrie, Salazar a fini par trouver une échappatoire. Pour lui, au fond, le colonialisme, c'est une entreprise de civilisation au bénéfice des Africains. Ce discours est intéressant, mais il est un peu biaisé. Le motif de la colonisation, comme on le sait, a pratiquement toujours été la recherche de ressources et de main-d'œuvre par un capitalisme d'exploitation. Si Salazar pense que la colonisation peut être autre chose, alors qu'il la recrée de fond en comble, qu'il lui donne une nouvelle dimension historique,
qu'elle ne déployait pas jusqu'ici. Il fallait assumer cette idée comme une pleine nouveauté. Si vraiment Salazar était sincère, il aurait dû aller au bout de son idée, c'est-à-dire abolir le travail forcé dès 1930, développer complètement le statut d'assimilation, augmenter les salaires des indigènes, développer les écoles et les hôpitaux, et faire cesser les innombrables abus des planteurs et des hommes d'affaires. Mais cela ne s'est pas déroulé ainsi, pour deux raisons. La première est que le Portugal est lui-même un pays très pauvre, qui manque de ressources humaines et financières. Même s'il le voulait, il ne pourrait créer une administration assez forte pour imposer les opinions de l'État aux puissants colons enrichis et les forcer à se plier à ses règlements. Tant que le Portugal sera trop pauvre, le personnel de l'administration coloniale sera sous-payé et donc se soumettra aux intérêts des planteurs et des grandes compagnies. Et la première chose que ces derniers exigent, c'est la fourniture d'une main-d'œuvre africaine, contrainte et à bas prix. La deuxième, c'est que Salazar, à force de rabâcher les vertus de l'assimilation, s'est pris au piège de sa propre musique et a fini par croire que l'attachement des masses africaines lui était acquis. N'ayant jamais pris la peine de se déplacer en Angola, les seuls noirs qu'il a rencontrés sont des assimilés fort aimables qui contribuent à l'illusionner sur la réalité coloniale. Il ne semble pas vraiment s'intéresser à la condition des indigènes avant qu'on ne lui fasse comprendre clairement que c'est la survie de l'Empire qui est en jeu ici. C'est donc avec un sourire sceptique qu'on le regarde se précipiter en catastrophe dans les réformes en 1961 pour la transformation du colonialisme portugais. Et le voilà qui abolit le travail forcé, qui renforce le contrôle pour les abus dans les plantations, qui réglemente l'hygiène, le voilà qui multiplie les constructions d'écoles, d'hôpitaux et provoque la quasi-éradication de la maladie du sommeil sur le territoire angolais. Et attention, je ne veux absolument pas négliger cela, Salazar est capable de faire du bien à l'Angola réellement. Mais toutes ces réformes tardives n'ont politiquement aucune valeur à l'international. Elles auraient dû être réalisées dès l'acte colonial de 1930. Et alors, peut-être, avec un peu de chance et quelques démonstrations de bonne foi supplémentaires, l'Empire aurait pu, qui sait, être sauvé. Maintenant, séparons un peu les choses. L'œuvre de Salazar ne peut se juger sur la seule politique coloniale. Quels qu'aient pu être ses défauts, Salazar voulait avant tout la survie du Portugal et de ses habitants dans l'épouvantable XXe siècle. Tout ce qu'il a fait, et même le pire, il l'a fait en étant convaincu en son fort intérieur que cela était pour le bien des Portugais. S'il combat le socialisme, c'est pour préserver le Portugal de la terreur rouge qui frappa l'Espagne. S'il est protectionniste, c'est pour préserver le Portugal du krach de 1929. S'il liquide le mouvement fasciste, c'est pour protéger le Portugal des revers du bellicisme. S'il signe le Concordat, c'est pour que les Portugais puissent encore pratiquer leur religion catholique comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici. S'il stabilise la monnaie et les finances portugaises, c'est pour conjurer le danger de l'inflation. Et enfin, s'il utilise la violence, il en a fait un usage très modéré et le nombre de prisonniers politiques du Portugal est quand même bien moindre que les autres dictatures d'Europe de l'Ouest. Salazar, en outre, fut un homme discret, qui ne se laissait jamais griser par l'éminence de sa position. Sur ce point, la différence avec Mussolini est grande. C'est vrai que Mussolini prenait régulièrement des bains de foule. Mussolini prenait des bains de foule et ne se passait jamais d'une embrassade avec les ouvriers italiens. Salazar fut un homme de l'ombre. Travailleur inlassable et économe de ses mouvements, il s'efforçait de régler les affaires de l'État depuis un petit bureau, d'où il travaille quelque part, non loin de sa cheminée et patronné par quelques icônes religieuses. Tandis que Mussolini était omniprésent, Salazar était invisible. Oui, d'accord, deux caractères, deux images. Oui, on pourrait voir cela comme deux stratégies opposées de l'image. Et c'est vrai que l'invisibilité de Salazar est une image à part entière construite par son absence, mais qui conserve une force indiscutable. L'image en dit long sur la pensée. Salazar éprouve un souverain mépris pour le totalitarisme qui conduit à l'omniprésence du politique. S'il est discret, s'il est invisible, c'est parce que la vraie politique selon lui est la plupart du temps une gestion discrète et tranquille de la vie nationale. Voici ce qu'il dit à propos de la jeunesse fasciste de son pays. Il voudrait vivre d'une vie intense, frénétique, les démonstrations grandioses et tumultueuses de la vie allemande ou italienne, le style de Hitler ou de Mussolini, fascinent leur imagination. Ils souhaitent que je les enflamme d'une sorte de haine sacrée, que je les dresse contre leurs ennemis. Mais ce n'est pas mon but. Le nationalisme n'est pas une volonté déréglée de la puissance, bien au contraire. C'est la volonté de maintenir et de développer dans une nation ce qui est nécessaire à la vie commune.
Pour les Français qui ont entendu parler de lui, Salazar est coupable, a priori, puisqu'il a commis à nos yeux le crime suprême. Ce crime, ce n'est pas la colonisation, comme on pourrait le croire, ce n'est pas la neutralité. Ce qu'on reproche fondamentalement à Salazar, c'est son incroyance. Le fait qu'il ne croit pas, qu'il n'ait jamais cru dans les vertus de la démocratie. Et c'est cette opinion qui ne lui est pas pardonnée, car l'esprit moderne, comme jadis l'Église, a aussi ces sortes de dogmes et n'apprécie rien moins qu'on les remette en cause. Pourtant, si Salazar ne croit pas dans la démocratie, cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le peuple portugais ou qu'il le méprisait. Cela veut juste dire qu'il ne voyait en lui aucune part de souveraineté réelle, et il a des raisons d'expérience à cela. La démocratie portugaise des années 1910 a été une effusion de violence et d'hypocrisie telle que le pays en a rarement connu. Le monde paysan y a été affamé, l'Église y a été persécutée, et l'État s'est perdu dans une avalanche d'assassinats politiques. Le droit de vote, détourné et récupéré à dessein par ceux-là même qui en proclamaient l'inviolabilité, a légitimé des mesures que le peuple n'avait jamais voulues. Dans ce contexte, Salazar a vu la souveraineté du peuple comme ce qu'il a toujours soupçonné qu'elle était, un concept dangereusement vide, un prétexte à l'anarchie doctrinale. Acquis pour le républicanisme, acquis pour le nazisme, acquis pour le socialisme, acquis pour toute autre doctrine dont, après 1 ou 2 décennies, il ne restera rien, à part des illusions perdues, pendant que les révolutionnaires cherchaient à ultra-politiser le peuple, en faisant de tous les citoyens des prolongements de l'État. Salazar, lui, voulait dépolitiser le peuple. Il voulait que les gens, par pitié, arrêtent de parler politique. Dans une Europe écartelée entre des doctrines contraires, plongée dans une épouvantable guerre mondiale, Salazar n'avait qu'un souci, sauver le Portugal d'entre les épaves, amarrer le rafio à quai et attendre sur l'île que la tempête passe.